Auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire Le Collectif pour la Vérité. Nous vous invitons, chers auditeurs, à écouter la visioconférence qu'a organisée le collectif des familles de disparus en Algérie ce 22 décembre 2020 au siège de SOS Disparus pour une ratification universelle de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée. Très bonne écoute, chers auditeurs. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On porte atteinte aux droits d'une personne lorsqu'on nie une personne, lorsqu'on tue une personne, comme dit exactement ce verset du Coran, on tue toute l'humanité. Évidemment, c'est là une manière de voir, c'est quelque part un peu une philosophie, mais c'est très significatif. En Algérie, bien que l'État et le gouvernement aient signé la Convention, il l'a toujours violée, il a tourné le dos à la Convention. La Convention milite pour la vérité. Les différents textes de loi depuis 2005 qui ont été élaborés et mis en œuvre en Algérie tournent le dos à la recherche de la vérité. Il faut par exemple organiser des enquêtes pour faire la vérité sur les milliers de disparitions forcées que les gouvernements en Algérie reconnaissent du bout des lèvres, puisque certains comités les ont reconnus, parce qu'ils prétendent pouvoir réparer ces milliers de disparitions forcées. Eh bien, jamais aucune enquête n'a été organisée en Algérie pour faire la vérité sur les milliers de disparitions forcées que pourtant il reconnaît du bout des lèvres. Ce n'est pas faute que les associations, d'ailleurs non reconnues juridiquement en Algérie, les associations de familles disparues, ce n'est pas faute qu'elles n'aient pas tenté de faire valoir la nécessité d'organiser des enquêtes. C'est que les gouvernements en Algérie considèrent qu'il y a enquête dès lors que quelqu'un a été les informer d'une disparition et qu'ils ont regardé dans de soi-disant dossiers sans que jamais les victimes, les familles disparues puissent vérifier le contenu des dossiers que les gouvernants et les autorités algériennes disent avoir vérifié pour rechercher s'il y a effectivement une disparition forcée. Il n'y a donc pas d'enquête et ceci est une négation d'une règle essentielle de la Convention. Et dès lors qu'il n'y a pas d'enquête, il n'est pas possible de s'acheminer vers la vérité nécessaire pour faire la lumière et pour faire en sorte que ne se répètent pas les crimes de disparition forcée. Il n'y a pas de justice et de réparation. D'abord, chacun sait comment, dans le système algérien, est organisé par rapport aux décideurs, aux détenants, ceux qui détiennent le pouvoir, comment est organisée la justice. Toutes les réclamations des familles de disparus en Algérie aboutissent à des non-lieux, en réalité comme si c'est quelque chose, c'est une réclamation qui n'a pas lieu d'être, quelque chose qui est inventé en quelque sorte par les familles victimes des disparitions forcées. Bien plus, les textes qui ont été mis en place empêchent, par la prescription qu'ils organisent, par les menaces qui sont adressées par les textes mêmes à ceux qui poursuivraient les responsables ou ceux qui tenteraient seulement de poursuivre les responsables éventuels des disparitions forcées, eh bien, ces textes-là qui empêchent de faire la vérité, qui menacent ceux qui voudraient faire la vérité, font qu'il y a là une violation grave des principes et règles contenus dans cette convention. Ceci est évidemment extrêmement grave parce que ceci porte atteinte, bien sûr, aux familles des victimes, ceci porte atteinte aux droits de ceux qui ont disparu et dont on ne connaît pas le sort, ce qui constitue quelque chose d'extraordinaire, de terrible, de difficile à vivre,
pour les familles des intéressés, pour leurs amis, pour tous ceux qui les connaissent, et même pour tous ceux qui ont pris leur parti, qui comprennent combien est injuste cette vie que l'on impose à ces familles, qu'on impose à ces victimes, eh bien, le gouvernement algérien, du coup, empêche que puisse être apportée une solution un jour à ce type de problème, et surtout, il empêche que soit évité à l'avenir la répétition de tels crimes et la répétition de fautes qui empêchent véritablement de tourner la page. Autrement dit, la disparition forcée, lorsqu'elle évolue dans ce cadre-là, de la négation des principes et règles de la Convention, prépare le terrain à d'autres violations. Il n'est pas possible de tourner la page lorsque la page n'est pas lue, lorsqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, lorsqu'on n'analyse pas les raisons pour lesquelles cela a été possible. Au contraire, en couvrant les crimes de la disparition forcée, on porte atteinte aux droits des générations futures, parce qu'on leur lègue un terrain miné, parce que il est possible à tout moment, pour peu qu'éclatent des conflits au sein de la société d'une certaine gravité, il est possible à tout moment que se répètent ces situations et par conséquent ces crimes. En fait, la violation en Algérie, aujourd'hui encore, des droits des familles de disparus et donc des droits des victimes d'une manière générale, nous dit beaucoup de choses sur la nature du système politique en Algérie et sur la nécessité d'y remédier et par conséquent sur la grande actualité du combat que mène le peuple algérien aujourd'hui pour ses droits et ses libertés. Je vous remercie. Merci Medjid et merci d'avoir respecté le temps de... Je vais passer donc maintenant la parole au professeur Emmanuel Decaux, qui a été le premier président du comité sur les disparitions forcées des Nations Unies, créé en 2020. Votre thème est la convention d'hier, aujourd'hui et demain, pour essayer de montrer la plus-value d'un traité et les enjeux des ratifications par les États. À vous. Merci beaucoup, madame. Je voudrais remercier le collectif des familles de disparus en Algérie de son invitation. C'est la première fois pour moi que je participe à ce type d'événement, même si nous nous retrouvons régulièrement avec Nassera Dutour et la FEMED chaque année pour la journée internationale du 30 août, avec d'ailleurs très souvent Amnesty, la section française d'Amnesty. Aujourd'hui, c'est un événement important, comme on l'a déjà souligné, puisque c'est le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention qui a eu lieu le 23 décembre 2010, donc à un jour près pour le 10e anniversaire. Je voudrais tout d'abord très sincèrement saluer le rôle irremplaçable. Madame Nassina, s'il vous plaît, fermez votre micro, Nassera. Oui, excusez-moi. Dans leur combat collectif pour la vérité et la justice. Les organes internationaux de protection des droits de l'homme ne seraient rien sans leur implication, leur courage et leur dignité. On parle beaucoup de résilience, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond encore qui marque leur action. Fidélité à un être unique, irremplaçable, une blessure que rien ne saurait guérir, sinon cette solidarité avec tous ceux qui partagent la même douleur et le même engagement, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est en passant par la Méditerranée. C'est une force collective qui est plus nécessaire que jamais au moment où les Nations Unies semblent paralysées par la bureaucratie et la pandémie et où les amis de la Convention, les États, ces monstres froids, sont eux-mêmes trop souvent négligents ou défaillants. C'est dire combien l'initiative des organisateurs comble un vide institutionnel en rappelant chacun à ses responsabilités et à ses engagements en vertu de la Convention de 2006.
Cet anniversaire nous impose en effet de faire avec lucidité un état des lieux, et je voudrais brièvement évoquer ce bilan provisoire de la Convention en 3 temps, comme vous l'avez dit, hier, aujourd'hui et demain. D'abord, hier, d'où venons-nous? La Convention est le fruit d'un long combat où les ONG ont été en première ligne. Pendant longtemps, le crime de disparition forcée a été un crime sans nom. La perversité de ses auteurs aboutissant à faire disparaître les preuves et les témoins avec les victimes. Le mépris de la dignité humaine, le déni de la personnalité juridique de la victime était ainsi une fuite dans le non-droit, un déni de l'état de droit, la privant de toute garantie et de tout recours. Faute de cadre juridique, on parlait d'enlèvement, de torture, d'exécution sommaire. Faute de définition, on parlait de phénomènes complexes. Et on perdait de vue le caractère massif et systématique d'une pratique de terreur visant à éradiquer la peur dans toute la société qui est constitutive d'un crime contre l'humanité. Comme vous le savez, ce sont les régimes militaires d'Amérique latine qui, reprenant les techniques des guerres coloniales, et Pierre Audin en est le témoin ici, ont donné une nouvelle actualité à ce phénomène tragique dans les années 70. C'est dans ce contexte que les premières résolutions de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ont porté sur les disparitions forcées pour aboutir en 1980 à la création du groupe de travail sur les disparitions forcées involontaires pour viser non seulement la situation en Argentine ou même dans le cadre du plan Condor en Amérique latine, mais la problématique à l'échelle internationale. Je n'en dirai pas plus sur l'activité du groupe de travail depuis 40 ans, car nous avons la chance d'avoir parmi nous 2 de ses anciens présidents rapporteurs. À côté de son rôle humanitaire face à des situations concrètes, avec ses actions urgentes et ses visites sur le terrain, le groupe de travail a été le moteur d'une dynamique juridique qui aboutit à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration du 18 décembre 1992 sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Résolution adoptée au consensus. Il s'agit d'une première pierre de touche ouvrant la voie à la préparation d'un traité à vocation universelle au début des années 2000 avec une rédaction relativement rapide en 4 sessions présidée par le représentant permanent de la France à Genève, l'ambassadeur Bernard Kessetlan. La Convention a été formellement adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006 et ouverte à la signature à Paris le 6 février 2007. À cette occasion, l'Algérie a signé la Convention, je crois que c'était Mohamed Bejaoui qui était le signataire. Pendant toutes ces années, le groupe de travail n'a cessé de préciser le cadre conceptuel de la notion de disparition forcée, préparant ainsi le terrain au comité des disparitions forcées qui a pu tabler sur cet acquis juridique particulièrement important. Les leçons de ce rappel trop rapide sont triples, me semble-t-il. D'abord, l'importance du facteur temps, avec ce temps des traités particulièrement lent, qui est le temps des États, qui est totalement en divorce avec le temps des victimes, où chaque heure est une menace, une injustice, mais tant de combats, d'efforts et de souffrances ont porté leurs fruits. Presque qu'un enlisement du processus juridique, aujourd'hui, rend nécessaire une mobilisation encore plus forte, alors que le plus important sur le plan technique, si j'ose dire, avoir une convention en bonne et due forme, c'est un acquis très, très solide. Deuxième leçon, c'est la complémentarité entre le groupe de travail et le comité qui ont les mêmes objectifs par des voies différentes. Là encore, il faut souligner que le champ d'action du groupe de travail concerne tous les États membres des Nations Unies, alors que le comité des disparitions forcées est concentré, par définition, si je puis dire, sur les États partis à la Convention. Mais sur le fond, un corpus juridique très solide, très riche, très dense s'est constitué, j'allais dire s'est cristallisé, avec des résolutions annuelles ou biennales de l'Assemblée générale qui sont adoptées au consensus. Et là encore, c'est un acquis universel qui concerne l'ensemble de la communauté internationale. Où en sommes-nous aujourd'hui?
L'entrée en vigueur de la Convention était conditionnée par 20 ratifications, ce qui a pris 4 années. Aujourd'hui, nous avons 63 États parties. Force est de reconnaître que ce chiffre tend à stagner depuis quelques années. C'est d'autant plus paradoxal que le prince Z, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'époque, dans son message de 2016 à New York, avait lancé un appel pour doubler le nombre des ratifications en 5 ans, ce qui était un pari assez stérile, faute de mobilisation réelle du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Permettez-moi d'en donner un simple exemple. La brochure d'information sur les disparitions forcées ou involontaires, qui est un outil de diffusion très commode, n'a pas été mise à jour depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Elle ne donne donc aucune indication utile sur le fonctionnement et les mécanismes de protection qu'apporte le Comité des disparitions forcées. Le site du Comité, comme d'ailleurs l'ensemble des organes conventionnels, n'est guère utilisable, sauf dans sa version anglaise, et c'est un maquis où même les experts, du moins les anciens experts, se perdent. Malgré ces difficultés pratiques, les ratifications récentes sont significatives dans la diversité, avec notamment le Sri Lanka en 2016, le Bénin en 2017, la Gambie en 2018, Fidji, la Dominique et la Norvège en 2019, Oman en 2020. C'est sans doute l'effet des recommandations formulées dans le cadre de l'examen périodique universel par plusieurs États parties, mais également d'une conjoncture interne favorable. La carte des ratifications et des signatures qui figure sur le site du comité est particulièrement éloquente. L'Amérique latine est particulièrement engagée pour des raisons évidentes, sauf exception comme le Guatemala, alors qu'il existe déjà une convention régionale en la matière. Mais les vides sont d'autant plus criants au nord du continent, avec les États-Unis et le Canada. L'Europe comme l'Afrique ont un bilan mitigé, alors que l'Asie, en dehors de quelques États comme l'Irak, le Sri Lanka, le Cambodge et le Japon, semble rester à l'écart. La liste des signataires, une trentaine, constitue un réservoir potentiel où il faudrait aussi mobiliser au-delà pour sensibiliser les États tiers. Mais il faut souligner que les États qui n'ont pas ratifié la Convention n'échappent pas à toute obligation internationale en matière de disparition forcée. D'abord parce que les autres organes de traité des Nations Unies peuvent être compétents de manière indirecte, si l'on peut dire, comme le Comité des droits de l'homme, qui a une jurisprudence très développée, fondée sur le droit à la vie et les autres droits fondamentaux garantis par le pacte. Ainsi, l'Algérie ou le Turkménistan. Nassera, pourriez-vous demander à M. Deco de ralentir un peu? De même, le statut de Rome de la Cour pénale internationale consacre le crime de disparition forcée lorsqu'il est commis de manière systématique en tant que crime contre l'humanité. Cela concerne 124 États parties. Monsieur Deco, pourriez-vous éviter de lire, s'il vous plaît? C'est trop rapide pour l'interprète. Ce qui montre une marge de progression, pour parler trivialement, pour notre convention. Emmanuel, autrement dit, oui. Est-ce que les interprètes demandent à ce que vous parliez plus doucement? Oui, mais le temps court aussi. Alors, je vais essayer. Autrement dit, la non-ratification de la Convention n'est pas un gage d'impunité pour les États. Le droit international des droits de l'homme sanctionne déjà les éléments constitutifs de la disparition forcée comme une multitude de violations de droits élémentaires. La valeur ajoutée de la Convention est dans sa cohérence intellectuelle et dans son approche systématique avec des mesures de prévention et de protection, des principes en matière de justice et de réparation. Elle assiste les États à incriminer en droit interne un crime sans nom, mais elle ne fait pas peser une responsabilité supplémentaire sur les États. Cette responsabilité internationale existe déjà. De la même manière, les rédacteurs de la Convention étaient particulièrement prudents en limitant la compétence du comité aux disparitions forcées ayant commencé postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, écartant ainsi implicitement la notion de crime continu. Pour autant, les États n'échappent pas à leurs obligations générales en vertu de la Convention, qui constitue un cadre de référence s'agissant du régime juridique des disparitions forcées dans l'ordre interne ou des principes applicables pour respecter les droits des victimes. Bien plus, l'article 37 de la Convention spécifie qu'aucune disposition ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
qui peuvent figurer dans le droit international en vigueur pour cet État. Est-ce qu'on pourrait demander à M. Decaux de se rapprocher de son micro, là? Le son est trop bas. M. Decaux, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. En ne ratifiant pas la Convention, un État n'échappe ni à ses obligations juridiques en la matière, ni à la vigilance d'autres instances internationales. Mais il se prive d'une approche cohérente visant à définir, à prévenir et à incriminer la disparition forcée et à encourager la coopération internationale pour combattre ce fléau horrible qui prend de nouvelles formes. D'autre part, la Convention fait partie des instruments de base en matière de droits de l'homme qui ont une vocation universelle, comme le rappelle régulièrement l'Assemblée générale des Nations unies. Ratifier la Convention, c'est donc marquer sa solidarité avec les autres États pour renforcer partout dans le monde les garanties de l'État de droit. N'attendons donc pas 10 ans de plus et de nouvelles tragédies pour respecter et faire respecter la Convention contre les disparitions forcées. Merci. Merci, Monsieur Decaux. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Olivier de Frouville, vice-président du comité sur les disparitions forcées. Votre thème est la Convention internationale, pourquoi faire, les fonctions du comité et ses travaux depuis 10 ans. Merci, à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voulais remercier à mon tour le collectif d'organiser ce séminaire très utile, qui, si j'ai bien compris, se destine aussi à un public en Algérie. L'Algérie dont il faut se souvenir que par 2 fois, elle a eu à souffrir de la pratique des disparitions forcées, une première fois dans le contexte de la guerre de libération, ce que nous appelons en France la guerre d'Algérie, et puis une seconde fois dans le courant des années 90. Ce sont malheureusement les mêmes stratégies et les mêmes techniques qui ont été mises en œuvre en combinant la disparition forcée, la torture et les exécutions sommaires. L'Algérie a accepté il y a plusieurs années une visite du groupe de travail sur les disparitions forcées. Mais les dates n'ont jamais été fixées, ce qui était une manière de revenir sur une parole donnée. Alors il est à espérer que cette visite pourra avoir lieu bientôt, et il était aussi à espérer que l'Algérie ratifiera la Convention, parce qu'elle a été un des premiers pays à la signer, et puis aussi parce que ce serait le signe d'une nouvelle étape, d'un nouveau départ, qui consacrerait la disparition forcée comme une pratique du passé, une pratique qu'il faut regarder en face, tout en se promettant, mais aussi en promettant à la communauté internationale dans son ensemble que plus jamais cette horreur n'adviendra. Le comité des disparitions forcées peut être le gardien de cette promesse. Le comité lui-même est un organe de 10 experts indépendants. Ces experts sont élus par les États parties à partir de noms qui sont proposés par les États. Actuellement, le comité compte 3 membres africains, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, 1 membre de l'Asie, du Japon, 2 membres d'Amérique latine, de l'Argentine et du Pérou, et 4 membres européens, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France et de la Serbie. Demain, si l'Algérie ratifie, il pourrait aussi comprendre une ou un membre de l'Algérie. Lorsque les États ratifient la Convention, ils s'engagent à remettre, dans les 2 ans qui suivent cette ratification, un rapport sur l'application de la Convention au comité qui doit examiner ce rapport. Donc c'est l'occasion pour l'État partie et le comité, ensemble, de faire le point lors d'un dialogue interactif qui dure 6 heures et qui se tient en temps normal, hors pandémie, à Genève. La délégation de l'État, composée de personnes de tous les ministères concernés, vient présenter son bilan. Les ONG, de leur côté, les associations de familles, peuvent aussi présenter des informations au comité. Elles peuvent le faire à distance, elles peuvent envoyer des rapports écrits. Elles peuvent aussi venir à Genève, rencontrer des experts
lors de briefings, de dialogues informels. Et puis elles peuvent évidemment assister au dialogue en étant présentes dans la salle, puisqu'il s'agit d'un dialogue qui est complètement public et qui par ailleurs est aussi diffusé en direct sur la chaîne web des Nations Unies. Alors à l'issue de ce dialogue, le comité adopte ce qu'on appelle des conclusions finales, et puis il trace une sorte de feuille de route pour les années suivantes, avec des recommandations qui doivent être suivies par l'État pour qu'il applique et pour qu'il respecte ses obligations en vertu de la Convention. L'idée, c'est que cette feuille de route doit être reprise, elle doit être mise en œuvre sur le plan national, par l'État, par les administrations, par le législateur, par les juges, mais aussi avec l'aide et sous l'œil des organisations gouvernementales, parfois en partenariat avec les organisations non gouvernementales. Donc ça implique de prendre des mesures concrètes. Souvent, au départ, il s'agit de modifier par exemple la législation nationale, adopter une nouvelle loi, modifier le code pénal, mettre aussi en place, par exemple, une stratégie de recherche des disparus, toujours avec la participation des familles, et conformément notamment avec un document qui a été adopté aussi par le comité, un ensemble de directives sur la recherche des personnes disparues qui visent à aider les États à mettre en place ce type de stratégie et qui visent aussi à orienter les familles de disparus dans la mise en place de ce type de stratégie de recherche. Il s'agit plus généralement aussi de reconnaître et de rendre effectif le droit à la vérité, le droit à la réparation et le droit à la justice des victimes. Après ce premier rapport, ce premier dialogue, c'est le comité qui décide de la suite à donner à cette première étape. Le comité n'a pas de système de rapport dit périodique, comme devant les autres comités. D'autres comités ont ce type de rapport périodique où un État doit soumettre, selon une périodicité fixe ou décidée par le comité, un rapport tous les 4 ans, tous les ans, etc. Le comité, lui, a un système, le comité de disparition forcée, a un système beaucoup plus souple qui s'adapte à la situation de chaque pays. Il va donc demander des renseignements supplémentaires sur tel ou tel point qui lui paraît important en établissant des priorités selon le pays considéré. Il va donc pouvoir entretenir un dialogue souple, un dialogue quasi continu avec l'État partie, en tout cas avec les États parties qui en ont le plus besoin. Dans ce système de suivi, le comité compte bien travailler en complémentarité avec tous les autres organes qui ont une compétence sur les disparitions forcées. À cet égard, le partenaire naturel du comité, c'est évidemment le groupe de travail. Et Ouria Eslami y reviendra tout à l'heure. On peut tout à fait imaginer, par exemple, qu'entre 2 dialogues avec le comité, le groupe de travail aille faire une visite dans le pays en se fondant à la fois sur ses propres recommandations et sur celles du comité. Mais il y a aussi d'autres rapporteurs spéciaux qui sont compétents, comme le rapporteur spécial sur la justice transitionnelle, et puis d'autres comités des Nations Unies qui eux aussi vont pouvoir venir en renfort si c'est nécessaire, avec l'idée que sur cette question des disparitions forcées, d'une certaine manière, c'est le comité de disparition forcée qui est le chef de file à travers ses recommandations. Sur le plan régional aussi, nous voudrions développer une complémentarité, par exemple, avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui depuis 2018 a intégré la question des disparitions forcées dans son champ de compétences et prépare d'ailleurs des directives sur les disparitions forcées en Afrique. Dans le cadre de cette procédure de dialogue, le comité est avant tout un organe de conseil. C'est aussi un organe de contrôle. Nous sommes là pour inciter, pour aider, mais aussi pour dire ce qui ne va pas. Une autre manière pour le comité d'être le gardien de la promesse faite par l'État en ratifiant la Convention, c'est son rôle préventif, voire son rôle de sonnette d'alarme lorsque les choses se dégradent. D'abord, et c'est le plus important, le comité peut lancer des appels urgents. C'est ce qu'on a appelé la fonction d'habeas corpus international, de pouvoir
font lancer un appel lorsqu'une personne a été arrêtée ou enlevée et risque d'être victime de disparition forcée. Lorsqu'on ignore où la personne se trouve, lorsqu'on a des inquiétudes quant au fait que la personne pourrait être soumise à une disparition forcée, alors on peut s'adresser au comité qui, en urgence, sous 48 heures, va envoyer un appel à l'État en lui demandant de prendre toutes les mesures pour retrouver cette personne. Et ensuite, il garde ce cas sous sa supervision jusqu'à ce que la situation de la personne ait été élucidée. Le comité peut aussi, dans ce cadre, ordonner à l'État de prendre des mesures de protection pour les familles ou toutes les personnes qui recherchent les disparus. Vous avez peut-être vu récemment, le comité a publié un communiqué de presse pour annoncer qu'il avait été saisi de sa 1000e demande d'action urgente, essentiellement pour 2 pays, l'Irak et le Mexique. Et parmi ces 1000 communications qui ont été transmises, 90 personnes ont pu être retrouvées, ce qui est un ratio à la fois faible et en même temps, c'est un ratio aussi qui donne de l'espoir. Et c'est évidemment un ratio qu'on espère par la suite améliorer avec la coopération des États. Toujours au titre des mesures d'urgence, le comité peut recevoir des informations qui font état d'une dégradation de la situation, parce qu'il y a des allégations de violation grave de la Convention. Pas nécessairement qu'il y ait par exemple des disparitions forcées, un phénomène de disparition forcée, mais lorsque, par exemple, l'État viole de manière évidente ses obligations, par exemple au titre des garanties relatives à la détention, ou au titre du droit à la vérité des familles, etc., etc. Alors l'État, le comité peut demander à l'État de faire une visite sur son territoire. Les États acceptent cette procédure quand ils ratifient la Convention. Ils ont le droit éventuellement, quand ils ratifient la Convention, d'en sortir, de dire qu'ils ne l'acceptent pas. Mais s'ils ne font pas cette déclaration, ils acceptent cette déclaration. Alors évidemment, une fois qu'ils ont accepté cette procédure, encore faut-il que, on en revient un petit peu au cas de l'Algérie avec le groupe de travail, encore faut-il qu'ils fixent des dates. Et à cet égard, on a une demande qui est pendante avec le Mexique depuis 2013 et nous espérons, au regard de l'évolution notamment des orientations gouvernementales, nous espérons que cette visite pourra se concrétiser en 2021. Ça dépend évidemment aussi de l'évolution de la situation sanitaire. Enfin, le comité aide l'État à garder sa promesse en rendant justice à tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'un recours effectif devant leurs tribunaux nationaux. Soit parce que la législation était inadaptée, soit tout simplement parce qu'ils ont fait face à un déni de justice. Le comité peut donc être saisi de communications individuelles par les personnes qui disent avoir été victimes de violations de la Convention. C'est une procédure qui est semblable à celle qui existe devant le Comité des droits de l'homme. Et SOS Disparus ou le CFDA connaissent bien cette procédure devant le Comité des droits de l'homme parce que ces associations l'ont utilisée pour de nombreux cas de disparition forcée en Algérie. Donc c'est l'équivalent de cette procédure devant le Comité des droits de l'homme, mais je dirais plus ciblée puisque il s'agit ici de dénoncer des violations de la Convention. Et encore une fois, il ne s'agit pas simplement de dénoncer un cas de disparition forcée, ça peut être une violation d'une obligation spécifique au titre de la Convention, par exemple au titre du droit à la justice, la mise en œuvre ou la mise en œuvre d'un crime de disparition forcée à titre autonome, la mise en œuvre de la compétence universelle, les obligations de prévention, les obligations de réparation, donc tout un éventail d'obligations beaucoup plus précises que dans le cadre du pacte sur les droits civils et politiques, qui peuvent être là aussi transférées au comité pour qu'il décide dans un cas individuel particulier. Aujourd'hui, il y a 10 États qui ont accepté ces 2 procédures. Il faudrait que davantage d'États acceptent cette procédure de communication. 12 États, ont accepté la procédure de communication individuelle. Il faudrait évidemment que davantage d'États l'acceptent. Il y a aussi une procédure de communication interétatique qui est moins utilisée, je dirais, en général, bien qu'il y ait un certain nombre d'affaires récentes devant d'autres comités qui montrent que ce type de procédure pourrait s'avérer prometteuse. Donc vous voyez, ce comité dispose d'un grand nombre d'outils qu'il peut mettre d'abord au service des victimes et puis aussi au service des États qui ratifient la Convention. Sachez en tout cas que les membres du comité sont tous conscients de leurs responsabilités vis-à-vis des victimes. Tous les membres ont conscience de la torture que constitue la disparition forcée et ils sont prêts à mettre leur énergie
et leurs forces de conviction au service de la lutte contre ce crime. Cette détermination reste intacte, alors que nous sommes, comme tout le monde, mis à l'épreuve par la pandémie. Le comité a décidé, pour essayer de faire face à cette situation de manière tout à fait exceptionnelle, de procéder à un examen de renseignements supplémentaires soumis par l'Irak lors de sa dernière session en octobre, dans le cadre d'un dialogue entièrement en ligne, qui s'est, je dois dire, bien passé, y compris dans sa partie d'ailleurs de communication avec les associations et avec les familles de victimes. Il examinera, puisque nous avons appris que notre prochaine session en avril se tiendra également en ligne, le comité a décidé d'examiner en ligne, lors de sa prochaine session, les rapports initiaux de la Mongolie et de la Suisse et les renseignements supplémentaires soumis par la Colombie, l'Espagne et par un autre État. Pour finir, je ne peux qu'exprimer à nouveau le souhait que l'Algérie rejoigne bientôt ce club des États qui ont décidé de dire non à la disparition forcée, de regarder en face son passé et de rendre justice et vérité aux victimes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci pour votre intervention. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Horia Eslami, ex-présidente du groupe de travail sur les disparitions forcées, dont le thème est la coordination entre le groupe de travail et le comité pour la ratification, action pour la ratification universelle. Merci, Horia, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer à cette visioconférence organisée par le CFDA et SOS Disparus. Je tiens à les saluer chaleureusement en tant qu'organisateur de cette conférence, mais en tant que porteurs principaux de la cause des disparitions forcées en Algérie et dans la région méditerranéenne, et je salue très chaleureusement leur persévérance. Ce n'est pas tout à fait facile de maintenir la question de la disparition forcée en visibilité tout le temps, et je rends hommage à leurs efforts et à leur résilience. Tout d'abord, je voudrais dire que cette année a été particulière dans la mesure où c'est le 10e anniversaire de la Convention et aussi c'est le 40e anniversaire du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires. Nous avions prévu en tant que groupe, moi je viens de finir mon mandat au groupe depuis un mois, mais nous avions prévu pour cette année 2020 une série d'activités régionales. Malheureusement, la pandémie nous a empêchés de faire ces activités en présentiel et a beaucoup limité nos actions. Et donc, la ratification de la Convention occupe une place de choix dans ces activités qui devaient mettre en lumière la thématique de la disparition forcée et aussi la nécessité de la ratification de la Convention. Nous avons tous, depuis plus d'une dizaine d'années, participé, chacun de par sa position, au plaidoyer pour la ratification de la Convention. Nous avions, dans une première étape, milité, pour moi personnellement, au sein de la société civile, pour la ratification de la Convention avant qu'elle n'entre en vigueur, pour avoir les 20 premières ratifications. Depuis 2006 jusqu'à 2010, nous avons eu l'entrée en vigueur, mais 10 ans après, nous avons aujourd'hui 63 ratifications, ce qui est un nombre pas suffisant. Cela veut dire que le chemin est encore long pour avoir une ratification universelle. Nous en sommes conscients, et le groupe de travail est aussi conscient de l'importance d'une ratification universelle, et c'est pour cela qu'il s'est toujours joint au comité pour plaider pour cette ratification. Donc, il est très, très important d'unir nos efforts en tant que ONG, famille, comité, groupe de travail, toutes les parties prenantes pour une ratification universelle. Et donc, dans ce sens, le groupe de travail et le comité de la Convention coordonnent ensemble
sur plusieurs thématiques et sur plusieurs actions, mais la ratification est une priorité. Et donc, des rencontres régulières sont tenues entre le groupe et le comité pour discuter plusieurs aspects des situations dans des pays ou des rapports thématiques, etc. Mais la ratification reste prioritaire. Et donc, les deux entités ont toujours cité la nécessité de la ratification de la Convention dans leur communiqué conjoint, par exemple le communiqué à l'occasion du 30 août. Il y a des actions conjointes, des side events qui sont organisés au niveau de Genève quand ils sont en présentiel ensemble. Il y a aussi, et nous avions, je pense, j'avais eu le plaisir d'assister avec monsieur Emmanuel Decaux à une rencontre conjointe il y a de cela quelques années, je pense 5 ou 4 ou 6 ans. Nous rencontrons, lorsque j'étais au groupe de travail, il y a eu des rencontres avec les États amis de la thématique de lutte contre la disparition forcée, donc la France, le Japon, le Maroc et l'Argentine. Et donc, c'est des discussions et autour de la stratégie de plaidoyer pour une ratification universelle avec ces États qui étaient organisés régulièrement. Il y a eu aussi des discussions autour du discours à adopter pour motiver les États à aller de l'avant, justement, la question de la prévention, même si certains États déclarent qu'ils n'ont pas de pratique de disparition forcée sur leur territoire, mais nous leur expliquions qu'il était nécessaire de ratifier la Convention pour justement jouer le rôle de locomotive et motiver d'autres États à ratifier la Convention. Il y a eu aussi des participations à des rencontres telles que celle-là avec des organisations à l'échelle régionale pour justement plaider en faveur de la ratification universelle de la Convention. Pour sa part, le groupe de travail évoque toujours la question de la ratification de la Convention, même si le groupe de travail mène son action dans le cadre de la déclaration sur les disparitions forcées. Cela ne l'empêche pas d'évoquer cette question de manière transversale et de manière systématique lors de ces rencontres bilatérales avec les États, parce qu'au moment de ces sessions, il a une rencontre au moins avec une dizaine d'États qui, généralement, n'ont pas ratifié la Convention. Et donc, la question est posée systématiquement. Dans sa déclaration devant le Conseil des droits de l'homme aussi, lorsqu'il présente son rapport en septembre chaque année, la question de l'appel à la ratification de la Convention est évoquée. Elle est également inscrite au niveau de son rapport. Il y a aussi des rencontres régionales qui sont organisées avec des rencontres avec des groupes régionaux tels que le groupe africain, le groupe asiatique, le groupe européen, que ce soit de l'Ouest ou de l'Est. Et donc, la question de la ratification de la Convention est évoquée également et ces rencontres sont très, très importantes pour rappeler aux États qu'il est de leur devoir de compléter la ratification des conventions fondamentales et pour certains États, il ne restait que la Convention contre les disparitions forcées. Il y a aussi la discussion avec les instances régionales et cela a été évoqué par Olivier, comme par exemple pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec laquelle nous avions en tant que groupe de travail entretenu un dialogue depuis déjà plusieurs années aux côtés du plaidoyer qui était fait aussi par les ONG pour que la thématique de la disparition forcée déjà fasse son entrée au niveau de la Commission. Commission n'avait jamais parlé de disparition forcée. Il y avait un groupe de travail qui s'occupait de la torture, des exécutions extrajudiciaires, mais pas de la disparition. Et donc, dernièrement, la thématique a fait dorénavant partie de ce groupe de travail et la Commission africaine est en train d'élaborer ses guidelines sur les disparitions forcées et nous avons essayé d'entrer en dialogue avec eux pour que justement les principes de
la Convention et que ces guidelines ne soient pas en deçà de ce qui est prévu par la Convention, et également pour appeler à la ratification de la Convention. Bon, pour mon avis personnel, il est bien d'avoir des guidelines au niveau régional et des instruments régionaux, mais il y a déjà un instrument international qui a son importance, pour lequel la communauté internationale a déjà fourni beaucoup d'efforts, et donc il serait, à mon avis, plus simple de ratifier la Convention. Mais si le choix de la Commission africaine est tel que cela, nous encourageons ce choix, mais nous poussons aussi pour la ratification de la Convention. Et donc, dans ce sens, j'aimerais faire quelques propositions. Le comité et le groupe de travail étaient en train de discuter une stratégie ou une feuille de route justement pour pousser davantage à la ratification universelle. J'ai des propositions que j'ai déjà faites et je ferai aujourd'hui aussi, comme on a le vice-président du comité. Et donc, il faudrait mener peut-être un plaidoyer régional ou sous-régional ciblé avec les instruments existants déjà, comme la Commission africaine, où il faut aussi prospecter des possibilités au niveau de l'Asie, comme dans ce continent, il y a un faible taux de ratification, et aussi en Europe avec l'Union européenne ou avec d'autres groupes régionaux, avec le Conseil de l'Europe, etc. Au niveau des institutions régionales, et donc il y a aussi peut-être pour la région MENA, il y a aussi la Ligue arabe qui dispose aussi d'une commission arabe des droits de l'homme, même si cette commission a un faible rendement, mais ça pourrait aussi jouer le rôle de relais pour les États qui sont membres de la Ligue arabe. Il y a aussi le réseau des institutions nationales des droits de l'homme, qui est un réseau qui regroupe toutes les institutions nationales. Il y a les réseaux régionaux, et ce sont des institutions supposées être indépendantes et qui sont liées au référentiel international à travers les principes de Paris. Et donc, c'est un relais aussi à exploiter pour la ratification universelle. Il y a aussi une piste à mener au niveau du Conseil des droits de l'homme avec le bureau du Conseil, et je pense il pourrait être proposé que lors de l'élection des membres du Conseil des droits de l'homme, ou au moins des membres du bureau, qu'il ait ratifié tout le socle des conventions principales, dont la dernière, qui est la Convention de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et donc, et aussi, un plaidoyer pourrait être mené, par exemple, quand je vois les États au niveau de l'Afrique qui ont ratifié ou qui n'ont pas ratifié. Nous avons des États comme l'Afrique du Sud et l'Éthiopie qui n'ont pas ratifié. Et je pense que ces États, s'ils ratifient, ils seront aussi comme locomotive pour les autres États. Et ils ont un rôle à jouer au niveau régional. Bien sûr, la décision de ratification est une décision souveraine, mais il y a l'influence qui peut être exercée par les États les uns sur les autres. Je dirais enfin que la ratification, bien sûr, n'est pas une fin en soi. Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Et cela a été dit au cours de cette conférence, qu'il y a le défi et l'enjeu de l'harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention, qu'il s'agisse des réformes législatives, réglementaires, de la reconnaissance de la compétence du comité, des mesures préventives à mettre en place, les garanties de non-répétition. Et bien sûr, il faut toujours insister sur la question de l'harmonisation en ce qui concerne la non-prescription du crime de la disparition forcée au niveau des lois internes. Ça veut dire que ces lois doivent prévoir que le crime de la disparition forcée est un crime continu. Et cette discussion, nous l'avons eue en tant que groupe de travail avec plusieurs responsables au niveau des États lorsque nous visitions ces États. Même s'ils n'avaient pas ratifié la Convention, on encourageait que la législation
puisse comporter des dispositions qui interdisent la prescription de crimes de la disparition forcée, mais cela n'est pas du tout un encouragement à la non-ratification. Nous insistions aussi pour la nécessité de la ratification. Alors, pour finir et respecter le temps, je dirais peut-être 2 mots sur l'Algérie, puisqu'on est ici en présence des collectifs et des familles algériennes. Le groupe de travail dispose dans sa base de données aujourd'hui, au dernier rapport annuel, de 3253 cas, ce qui est un chiffre énorme. Et ce n'est que les plaintes des familles qui ont pu arriver au groupe de travail. Donc, le nombre exact n'est pas connu. Il faudrait bien sûr une visite du groupe de travail, bien qu'il est difficile de préciser le chiffre exact des disparitions pour chaque pays, mais un chiffre approximatif pourrait être fixé grâce à la visite du groupe de travail qui n'a pas eu lieu. Olivier l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu une invitation en 2014, mais qui n'a pas été concrétisée. Le groupe de travail a continué sa discussion avec les responsables algériens à Genève et chaque année, je peux dire que l'Algérie est un pays prioritaire pour la visite du groupe de travail, mais jusqu'à maintenant, aucune date n'a été précisée, même si des promesses ont eu lieu dernièrement et un petit changement au niveau de l'interaction avec le groupe de travail. En tous les cas, j'ai toujours souhaité que cette visite ait lieu au moment de mon mandat, mais malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Mais j'espère de tout cœur que la visite ait lieu très prochainement. Et donc, sur un total de 3282 cas, il y a eu seulement une trentaine de cas qui a été clarifié durant toute la période passée. Donc, c'est très peu de cas. Il y a eu 3 allégations générales qui ont été envoyées en Algérie. On a reçu des réponses, bien sûr. Les réponses sont publiées sur la page web du groupe de travail. Les réponses ne donnent pas les réponses du gouvernement ne donnent pas satisfaction aux aspirations du groupe de travail, mais une visite et aussi le déclenchement d'un mécanisme de vérité, de justice et de réparation pour les familles des victimes qui attendent depuis longtemps est nécessaire. Et comme cela a été évoqué par mes collègues du comité, le comité et le groupe de travail sont à la disposition des ONG et des victimes pour aider à l'État et aussi à faire la vérité sur les victimes de la disparition forcée en Algérie. Donc, je vous remercie pour rester dans le temps qui m'a été alloué. Je serai disposée à répondre aux questions des participants s'il y en a. Merci à vous. Merci, Houria, et merci d'avoir respecté le temps. Maintenant, je vais passer la parole à Hakim Haddad, membre fondateur de RAJ et militant politique indépendant algérien, pour un temps de parole de 10 minutes. Merci. À toi la parole, Hakim. Tu m'entends, Hakim? Son micro est éteint. Oui. Voilà, bonjour. Voilà, merci Hakim. Vous m'entendez, j'espère. Vous m'entendez? Hakim, tu peux parler, vas-y. D'accord. Donc, je commencerai par Salam alaikum. Désolé, il y a un écho terrible. On ne peut pas travailler avec ça. Il faut fermer les micros. Oui. Non, il faut fermer le deuxième ordinateur, je pense. Mais éventuellement, il n'y a pas de micro. Bonjour à tout le monde. Tant celles et ceux qui sont avec vous comme intervenantes et intervenants, bien sûr, M. Benchir, ceux que je connais, Nassera Dutour, etc., et d'autres. Et les gens et les personnes qui sont ici dans la salle avec nous, parce qu'il y a des personnes qui suivent ici, dont des mamans et des familles de disparus, de disparitions forcées, que je salue franchement grandement.
Merci de m'avoir compté parmi vous dans cette importante initiative, parce qu'à chaque fois que nous parlons de la question des disparitions forcées, c'est important et de continuer à en parler malgré les années qui passent et malgré l'oubli, pour certains en tout cas, qui se fait. Il y a des associations comme SOS Disparus ou comme d'autres forums de discussion qui continuent à revenir sur cette question fondamentale. Donc je salue à travers vous le travail que fait SOS Disparus, les mamans, les sœurs, les épouses des personnes disparues, leurs enfants également, qui continuent depuis presque 30 ans, pour ne pas dire 30 ans, à courir derrière la vérité, à harceler le pouvoir algérien avec le peu d'armes qu'elles peuvent avoir pour pouvoir faire leur deuil et pour pouvoir connaître la vérité et que justice soit faite. Je parlerai personnellement de l'importance de cette cause et de ces revendications. Bien évidemment, humainement, nous ne pouvons pas laisser toutes seules ces personnes, ces familles qui se battent pour la vérité et pour la justice par rapport aux leurs qui ont été enlevés, qui ont été kidnappés et dont elles sont et ils sont, parce qu'il y a Hassan à côté de moi, Hassan, dont ils sont les parents et qui veulent chercher la vérité. Donc c'est la moindre des choses et c'est la moindre des choses que de les soutenir et de les accompagner dans cette lutte. Mais en même temps, cette lutte, nous devons, nous militants de la démocratie, nous militants de la justice, nous militants de la dignité humaine, continuer à la mener. Comme on donne l'exemple, je cite parmi d'autres M. Benchir qui est ici présent et qui répond à chaque fois favorablement à ce genre d'invitation, parce que c'est au-delà des personnes qui sont touchées directement, c'est une question qui nous concerne toutes et tous les peuples, et en tout cas en ce qui nous concerne en Algérie, tous les Algériens, ou en tout cas qui devraient nous concerner, tous ensemble. C'est revendiquer la vérité et la justice, c'est certes pour pouvoir que les familles de personnes qui ont été kidnappées et qu'on n'a pas retrouvées à ce jour et dont on n'a pas de nouvelles puissent faire leur deuil et puissent, si possible, éventuellement dormir ou moins mourir tranquille ou un peu plus tranquille. Mais en même temps, c'est un combat, c'est une lutte pour nous tous, comme je le dis, parce que c'est notre avenir et l'avenir de ce pays et l'avenir de nos enfants et l'avenir de leurs petits-enfants qui sont aussi en jeu. Tant que nous ne connaîtrons pas la vérité, tant que justice n'aura pas été rendue à toutes celles et tous ceux qui ont connu cette horreur de la disparition forcée, nous ne serons pas tranquilles et notre avenir sera bouché. Voilà. Nous ne pourrons pas faire une quelconque réconciliation, comme cela a été dit par le pouvoir algérien et ses différents présidents ou ses différents représentants qui passent année après année. Nous ne pourrons en aucune manière aller vers une réconciliation, aller vers un apaisement des esprits et des cœurs tant que cette vérité et cette justice n'aura pas été rendue et ne sera pas dite tant par les tribunaux algériens, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais également par, éventuellement, nous l'espérons, l'avancée du travail qui est mené à travers le monde, par vous-même et différentes institutions internationales. J'insiste sur ça, donc c'est pas juste une lutte concernant les personnes qui sont touchées, c'est pour l'avenir de tout le monde et c'est aussi une des raisons qui fait que personnellement, je suis depuis les premières heures ou les premiers jours de la naissance de cette association ou en tout cas des revendications qui sont les leurs, à leur côté et avec eux et impliqué le plus possible, même si personnellement, et tant mieux, je n'ai pas, dans ma famille proche en tout cas, de personnes qui ont été kidnappées et qui vivent la même atrocité que vivent ces familles. Donc c'est pour l'avenir de ce pays, c'est pour la tranquillité de ce peuple et pour pouvoir vivre encore une fois de manière apaisée les prochaines étapes.
que nous devons ensemble et que nous menons ensemble, et le plus possible en tout cas, cette bataille et cette nécessaire bataille pour nous tous et toutes. Je ne vais pas monopoliser ou je ne vais pas garder la parole trop longtemps. En tout cas, je préférerais éventuellement y répondre à des questions s'il y en a. Je voudrais juste insister sur une chose. Et je parle à mes côtés Hassan, qui cheville ouvrière parmi d'autres de cette lutte en Algérie, qui souvent dit vous avez abandonné à travers des posts sur les réseaux sociaux, etc. Quand est-ce qu'on arrivera à la vérité, à la justice, etc. Et ce sont des questions légitimes et ce sont des interpellations légitimes qu'il formule, et lui et d'autres. Mais en ce qui me concerne, je pense que, et vous me corrigeront éventuellement ceux qui pourraient me corriger ou qui vous souhaiteraient le faire, mais cette revendication ne pourra voir le jour, ne pourra véritablement être palpable que si on arrive à une véritable démocratie, à une démocratisation du régime algérien, d'où la nécessité, en ce qui me concerne, et de beaucoup d'autres Algériennes et Algériens, de mener la bataille sur la question de la démocratisation de l'Algérie, de la nécessaire démocratisation de l'Algérie et du régime algérien, et avec des institutions légitimes. Nous l'avons vu, que ce soit en Amérique du Sud, avec les associations, les maires de la place, les folles de la place de Mai en Argentine et au Chili, etc. Les revendications qu'elles ont menées et la lutte qu'elles ont menée pendant des dizaines d'années. Mais la vérité, et c'était nécessaire, mais la vérité et la justice ont commencé à poindre leur nez, ont commencé à être visibles à partir du moment où la démocratie a commencé tout du moins à s'installer dans ces pays d'Amérique du Sud, anciennement des dictatures militaires sanglantes. Donc, nous n'entendons plus, monsieur, s'il vous plaît. Hakim, Oui. Aded. Hakim, on t'entend plus. Hakim, on t'entend pas. On t'entend pas, Hakim. Je crois qu'on... non, on l'entend toujours pas. On t'entend pas, Hakim. On ne le voit plus non plus. Hakim, est-ce que tu as terminé? Je crois qu'on l'a. Bon. On n'entend pas. Hakim, on t'entend pas. Mais en même temps, je pense que cela n'adviendra que dans le cas de la démocratisation. Donc, il faut mener cette bataille conjointement, ensemble, et pour aller vers la démocratisation de l'Algérie et enfin, à ce moment-là, avoir toute l'attitude pour mener des procès, pour qu'il y ait de véritables enquêtes, pour que les institutions internationales puissent venir, puissent participer à certaines enquêtes qui pourraient être menées également par les Algériens. Tout ça ne sera possible que s'il y a un régime un régime politique démocratique choisi par sa population et qui n'a pas peur du passé. Voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, il est toujours important de mener cette bataille parce qu'il y va de l'ensemble d'un peuple et pas seulement des personnes qui ont été touchées par ça, parce qu'elles ont été touchées comme nous aurions pu être touchés. Et si nous ne réglons pas ce problème, demain peut-être, après-demain peut-être, la semaine prochaine peut-être, nous pourrions nous-mêmes être touchés par ce même virus, nous sommes dans le temps où on parle de virus. Merci à vous. Merci beaucoup, Hakim. Merci d'avoir respecté le temps. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Nadia Benjahel, membre de SOS Disparu.
Je vous laisse la parole. Merci. أعطيك الكلمة سيدتي تفضلي. Alors, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par le témoignage de mon frère qui a disparu depuis le 4 mai 1994 jusqu'à ce jour. Aucune nouvelle. J'ai fait ma propre enquête depuis fin 2012 que j'ai découvert que mon frère a été assassiné par un groupe terroriste pardon. J'ai été au cimetière de l'Alia, désolé. Et suite à des renseignements par l'administration du cimetière de l'Alia, j'ai trouvé que mon frère a été abattu par un groupe terroriste le 12 août 1994. Il a été tué par des terroristes le 12 août 1994 et il est resté à la morgue de l'hôpital de Kouba 48 heures. Après ce délai, il a été enterré au cimetière de l'Alia. Pourtant, avant, quand il a été arrêté le 4 mai 1994, juste le lendemain, on a commencé à le chercher. On a été reçu par quelques temps plus tard. Après, on a fait une demande au procureur. Quelques temps plus tard, le procureur a convoqué ma mère et il lui a dit que j'ai des mauvaises nouvelles. Votre fille a été abattue par la police le 28 mai 1994 à la Casbah sur une tentative d'évasion. Alors, j'ai pas arrêté de chercher à chaque fois. Et comme il a été déclaré au cimetière de l'Alia décédé, je suis partie à la mairie de Kouba parce qu'il a été déclaré là-bas décédé par un certain Tahar Bayou. C'est un fonctionnaire à la morgue de Saint-Eugène. Je suis partie à la morgue. J'ai demandé après lui, il m'a reçu. Et quand j'ai montré l'acte de décès que j'ai retiré à la mairie de Kouba, j'ai vu son nom. C'est comme ça que j'ai su qu'il était cette personne. Quand j'ai parlé avec lui, il m'a déclaré que le 12 août 1994, c'est pas vraiment cette date. Pourtant, c'est lui qui l'a déclaré décédé le 12 août. J'ai pas compris pourquoi. Il m'a dit il est décédé le 7 juin 1994. Il m'a dit que c'est la brigade, la police SCRB qui l'ont ramené le 7 juin 1994 à 22h15 à la morgue de Saint-Eugène. Il est resté 3 mois à la morgue et ils ont adressé, après il m'a dit on ne peut pas les enterrer comme ça, il faut adresser une requête au procureur. C'était à Abba Ramadan, tribunal d'Abba Ramadan. Je lui ai dit, puisque comment ça se fait qu'au début il a été abattu par des terroristes, pourquoi vous ne nous avez pas informé ou averti? Comme ça, on aurait pu assister à son enterrement, puisqu'il a été abattu par les terroristes. Il m'a dit, c'est des oui-dire. La vraie date, c'est le 7 juin 1994. Alors, j'ai encore cherché après. J'ai été même à la morgue de l'hôpital de Kouba et j'ai cherché avec le fonctionnaire. On n'a trouvé aucune trace de lui à l'hôpital, à la morgue. Il n'y avait aucun Benja al-Mourad décédé le 12 août 1994 à Kouba. Après, j'ai demandé. J'ai déposé des plaintes au tribunal de Abba Ramadan
La première plainte que j'ai déposée, c'était le 2 octobre 2015. Ce qui m'a proposé le procureur, c'est les indemnisations. Pour nous, la famille, on n'était jamais d'accord pour ces indemnisations. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On veut nous acheter ou je ne sais pas quoi. La deuxième plainte pour l'exhumation du corps, j'ai encore déposé une plainte en 2017. C'était classé sans suite. La deuxième plainte, après ça, on a été, j'ai oublié de vous mentionner, qu'on a été convoqué par la gendarmerie de Bab Jdid. On nous a dit que Mourad Ben Jael, malheureusement, il est mort au Maquis en 2006. Alors, la première date, c'est le 28 mai, la deuxième date, c'est le 12 août, la troisième date, c'est le 7 juin 1994, et le dernier, c'était en 2006. Alors, à se demander si vraiment mon frère est décédé ou pas. C'est pour ça que j'ai fait des demandes d'exhumation. La dernière plainte que j'ai déposée, c'était le 20 février 2020. Alors, la réponse que j'ai reçue il y a quelques jours, même pas une semaine, c'était vraiment désolant. C'était choquant. Ce que me demande l'État, le procureur me demande de rectifier la date de décès. Que j'ai demandé l'exhumation du corps pour savoir si c'était vraiment lui. On ne peut pas mourir 4 fois. Ils auraient dû avant choisir une date eux-mêmes et me la donner, au lieu de dire à chaque fois une nouvelle date. C'est incroyable. Ils veulent juste classer le dossier et ça n'arrivera jamais, Inch'Allah. Et mes parents sont décédés maintenant. J'ai perdu mon père il y a 2 ans, ma mère il y a 1 année. C'était pénible pour eux, c'était pas facile. Mais j'espère un jour qu'on connaîtra la vérité. Et j'arrêterai jamais, même si je meurs. Si je meurs, on mourra, tout le monde va mourir, mais ma famille ne va pas s'arrêter à ça. Il y aura toujours un suivi, qu'ils le veulent ou pas. On a le droit de connaître la vérité sur nos enfants, nos mamans, nos pères, les sœurs, les maris. On n'arrive plus à vivre, on survit ici en Algérie, on survit, on ne vit pas. Je me demande quand est-ce que cet État pourra faire pourra faire la lumière sur ces disparus. On en a marre d'attendre. Il faut qu'il fasse quelque chose. Chaque fois, des réponses, ils veulent classer le dossier. Ça a commencé par Bouteflika. Il nous a traités de pleureuses, de marionnettes. Et pour un futur président qui dit qu'ils ne sont pas dans mes poches, il aurait dû dire, je viens d'arriver, je vais voir ce dossier. Mais personne. À chaque fois qu'on demande des résultats, ils nous disent tant que ça ne vient pas d'en haut, on ne peut pas régler le problème. J'espère qu'un jour, ils vont décider à régler ce problème, comme le Chili, comme l'Argentine. Inch'Allah, ça va se régler un jour, parce qu'on en a marre d'attendre. Inch'Allah, ça va se régler. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Nadia, pour votre témoignage et bravo pour votre courage. Et je suis sûre qu'un jour, nous allons tous y arriver. Et il faut croire à vérité, justice et réparation. Merci encore beaucoup, Nadia. Maintenant, je vais passer à Maître Zoubida Assoul, avocate, notamment et particulièrement des détenus d'opinion et président de l'Union pour le changement et le progrès. Ça va être difficile après un tel témoignage, mais je pense que vous pourriez y arriver parce que vous aussi, vous êtes une femme courageuse. Merci. À vous, Zoubida. Merci, bonsoir à tout le monde.
D'abord, je voudrais remercier la présidente de SOS Disparus, Nassera Dutour, pour cette invitation. Elle me permet justement d'écouter toutes ces interventions aussi intéressantes et touchantes à la fois de toutes les personnes qui ont intervenu lors de cette rencontre. Ma première parole s'adresse d'abord aux familles des disparus. Je voudrais leur exprimer toute ma compassion, ma solidarité, mais aussi il m'est arrivé de travailler avec Nassera sur cette question depuis plusieurs années. Nous continuons en tant qu'avocate, membre du collectif de la défense des détenus d'opinion, mais aussi pour la liberté, toutes les libertés en Algérie, mais aussi pour la construction de l'état de droit. C'est pourquoi, à chaque fois que nous sommes confrontés à des problématiques qui touchent aux libertés et aux droits des citoyens, nous sommes toujours là pour dire que la seule solution pour parer à toutes ces dérives sur les droits des citoyens, c'est évidemment la construction d'un état de droit qui peut garantir les libertés des citoyens et citoyennes algériens. C'est très difficile pour moi d'intervenir après tant d'interventions si riches et en informations, mais aussi qui nous tracent un peu le tableau de la situation des disparus dans notre pays. Je voudrais faire quelques remarques à travers toutes les interventions qui me tiennent à cœur. La première des choses qui me passe comme ça à l'esprit après les interventions, surtout du représentant du comité, mais aussi du groupe de travail, mais de l'association et de tous les intervenants, c'est qu'on peut remarquer que la mobilisation de la communauté internationale reste quand même relativement faible pour la ratification de cette convention, mais aussi de sa mise en œuvre à travers le comité de suivi et de surveillance. La deuxième observation elle revient justement à une précision par rapport à la position de l'Algérie. L'Algérie a signé le 6 février 2007 la convention contre les disparitions forcées, mais il faut quand même faire le distinguo entre signer une convention et ratifier une convention. La signature est l'expression d'une volonté préalable avant la ratification. Ce n'est pas une ratification, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas et elle n'entraîne pas les mêmes obligations que la ratification. Quand on ratifie une convention, cela entraîne une obligation juridique pour l'application de la dite convention, ce qui n'est pas le cas pour ce qui est de cette convention. La troisième observation, le représentant du comité avait tout à l'heure fait le parallèle entre les disparitions qu'il y a eu pendant les années 90, la période de la décennie du terrorisme qu'a vécu l'Algérie et la période du colonialisme. Franchement, je trouve que c'est un raccourci qui n'est pas du tout approprié. Ce n'est pas du tout ni le même contexte, ni la même situation, ni les mêmes motivations. On ne peut pas quand même faire cette comparaison. Cette comparaison, je ne peux pas l'admettre de la part de quelqu'un qui quand même sait très bien faire la différence entre les situations. Enfin, on va revenir à la situation qu'a vécue notre pays pendant les années 90. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous appartient tous en tant qu'Algériens, que ce soit société civile, avocats, militants des droits de l'homme, avocats ou politiques. Ce qui est intéressant, c'est un peu de regarder notre passé avec un regard objectif, mais surtout avec un regard beaucoup plus serein, mais avec aussi un regard responsable. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu ne devrait plus se traduire ou se faire dans notre pays, parce que on doit tirer les enseignements de l'expérience que nous avons vécue. Si on doit parler de cette période des années 90, moi j'ai envie de parler de toutes les victimes, bien évidemment les disparus, mais aussi les victimes du terrorisme,
des familles entières qui ont été endeuillées par ce phénomène de violence qui est vraiment sauvage, avec des explosions. Nous l'avons vécu. Moi, j'ai toujours vécu en Algérie. J'ai vécu cette période ici en Algérie, comme je continue à vivre dans mon pays, et j'ai continué de tout le temps à lutter pour que enfin, pour respecter la mémoire de ces gens disparus, de ces gens, de toutes ces victimes de cette période, leur droit absolu, c'est d'abord de mettre la vérité, de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Mais pour arriver à cette vérité, il y a quand même des préalables. Le premier préalable qui me semble important, à mon avis, c'est d'abord d'aller vers des institutions légitimes. Donc, aller vers une souveraineté populaire qui peut garantir aux Algériens de choisir leurs représentants à tous les niveaux. Et une fois qu'on a cette légitimité populaire, cette légitimité institutionnelle, il est de notre devoir, tous comme on est, de travailler pour que toute la vérité soit dite sur cette période. Et chacun doit assumer les responsabilités qui sont les siens. Le deuxième élément, c'est que une chose pareille ne peut se faire aussi sans qu'il y ait la construction d'un état de droit et d'une justice indépendante. La justice indépendante, nous, jusqu'à présent, et je peux vous en parler en connaissance de cause, c'est que jusqu'à présent, la justice, on le sait, ce n'est un secret pour personne. La justice en Algérie n'est pas encore tout à fait indépendante du pouvoir politique, on va dire ça comme ça. Parce que en dehors des dossiers qui ont un caractère un peu politique ou des dossiers qui touchent à toutes les libertés, la justice fonctionne plus ou moins normalement comme toutes les justices ailleurs. Mais quand il s'agit des libertés des citoyens, notamment les libertés d'expression, les libertés de conscience, les libertés politiques, les libertés sociales et tout ce qui a trait à la citoyenneté pleine et entière des Algériens, effectivement, la justice n'est pas du tout indépendante. C'est pourquoi nous, moi en tant qu'avocate, mais en tant que politique aussi, je dis il est de notre responsabilité tous aujourd'hui en tant qu'Algériens, en tant qu'élite, en tant que citoyens, mais aussi on est là pour soutenir toutes les démarches qui sont entreprises par les associations de la société civile comme celle de SOS Disparus pour aider chacun de son côté dans son territoire de compétences qu'il le fait. Nous sommes toujours là et nous sommes condamnés à régler nos problèmes internes entre vous en tant qu'Algériens. C'est vrai que le droit international est censé aider à faire évoluer le droit national. Ce que je peux vous dire, c'est que théoriquement, dans la constitution algérienne, le droit international est reconnu comme source législative dans notre droit. Et mieux encore, dans le préambule de la Constitution, le droit international est même supérieur au droit algérien. Je vous cache pas que nous, en tant qu'avocats, quand on plaide devant les juridictions dans différentes affaires qui sont liées aux libertés, on fait valoir le droit international. Donc, le droit est reconnu comme tel. Maintenant, effectivement, cette convention n'a pas encore été ratifiée par l'Algérie. Il nous appartient aussi tous de dire que l'Algérie doit passer à une autre étape. L'État algérien doit passer à un État de droit, à un État qui respecte le droit international, mais aussi qui respecte surtout ses citoyens et leurs droits, et qui respecte le droit intérieur, qui est le droit algérien, qui lui reconnaît le droit international comme partie intégrante de la législation algérienne. Voilà, merci. Merci beaucoup, maître. Maintenant, je vais passer la parole au dernier intervenant, Pierre Audin, fils de Josette et Maurice Audin, dont l'intervention est justice transitionnelle sur l'exemple de Pierre Audin et compétences universelles. Merci. À vous la parole. Bonjour. Je remercie les organisateurs de leur invitation. J'espère que vous m'entendez. Je me sens un peu décalé et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Zoubida Assoul.
je me suis un peu décalé par rapport aux autres intervenants. Et je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour me préparer pour quel est le contenu et la durée de mon intervention. Je m'en excuse d'avance. Je vais en fait faire de la pub pour un livre qui est sorti il y a 1 an, qui contient beaucoup de contributions, voilà, cette chose-là, qui contient beaucoup de contributions intéressantes, et en particulier 2 qui me paraissent intéressantes pour la conférence d'aujourd'hui, la visioconférence d'aujourd'hui. Celle de Magali Bess et celle d'Isabelle Fouchard. Je suis pas du tout spécialiste des questions juridiques. J'ai trouvé ces 2 textes très faciles à lire et très utiles. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour les participants à cette visioconférence qui seraient pas parfaitement calés sur les questions juridiques. D'abord, la contribution de Magali Bess. Elle est spécialiste de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle est quelque chose qui repose sur 4 piliers. C'est pas l'islam avec ses 5 piliers, c'est la justice transitionnelle avec ses 4 piliers. Le premier pilier, c'est le droit de savoir, qui est constitué du droit inaliénable de chaque peuple, chaque personne à connaître la vérité sur les événements passés, leurs circonstances, leurs motifs, et le devoir de mémoire de chaque peuple face à son histoire. C'est aussi le droit spécial des victimes directes et indirectes de connaître la vérité quant aux violations subies. Si je prends l'exemple de mon père, Maurice Audin, dans la déclaration que le président de la République a apportée à ma mère le 13 septembre 2018, il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé de façon précise. Ce qu'on sait à peu près de précis sur ce qui s'est passé pour Maurice Audin, ça date de l'enquête de Pierre Vidal-Naquet en 1957-1958. Il n'y a pas de nouveauté dans la déclaration du président de la République. Donc, on ne sait pas. Le premier pilier, donc, c'est le droit de savoir. Le deuxième pilier, c'est le droit à la justice, qui comprend l'obligation de mener des enquêtes judiciaires approfondies, indépendantes, impartiales, ainsi que celle de prendre des mesures adéquates à l'égard des auteurs des violations des droits de l'homme. En ce qui nous concerne, pour Maurice Audin, les actions en justice ont été définitivement arrêtées en 1966 avec une énième loi d'amnistie qui a été évidemment prise pour permettre à la Cour de cassation de clore le dossier de Maurice Audin. Pour moi, c'est sensiblement la même chose que ce qu'a fait Boutef avec la Concorde nationale. Il s'agit d'empêcher l'exercice du droit à la justice. Donc, je reprends. Le premier pilier, c'est le droit de savoir. Le deuxième pilier, c'est le droit à la justice. Le troisième pilier, c'est le droit à la réparation du préjudice résultant des violations commises. Ce droit est individuel, mais il peut être également collectif lorsqu'un groupe a dans son ensemble subi des violations. La réparation peut être matérielle et elle peut être également symbolique. Là, curieusement, dans l'histoire de Maurice Audin, nous avons satisfaction pour ce pilier de la réparation, droit à la réparation. D'une part, en 1983, Robert Badinter, qui était devenu garde des Sceaux, mais qui avait été l'avocat du comité Audin pendant la guerre d'Algérie, a accepté nous a accordé une indemnisation, bon, pas très cher tout ça, mais surtout sans donner de détails. Donc c'était implicitement une reconnaissance de la responsabilité de l'État, mais on ne savait pas pourquoi, dans quelles circonstances l'État se considérait comme coupable. Donc, premier pilier, le droit de savoir. Deuxième pilier, le droit à la justice. Troisième pilier, le droit à la réparation, qui a été exercé aussi par la déclaration du président de la République le 13 septembre 2018. Le quatrième pilier, c'est le droit aux garanties de non-répétition. Non-répétition des violations graves des droits de l'homme. Ces garanties, là, je suis pas convaincu en ce qui concerne la France. Au niveau de l'armée française, il y a un moment où il est sorti un nouveau manuel qui s'appelle le manuel des droits des conflits. Ce manuel, désormais, il est plus disponible sur le site du ministère de la Défense, et donc il a. Je ne suis pas convaincu. Je vois pas d'appareil législatif, de choses comme ça, qui permettrait de dire que effectivement on va garantir que ça ne se répétera pas à l'avenir.
La deuxième intervention dont je voulais parler, deuxième sujet dont je voulais parler, c'est la possibilité, dans le cas d'un crime contre l'humanité, ce qui est le cas de la disparition forcée, de saisir une justice étrangère pour instruire l'affaire. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Il y a désormais quelque chose qu'on appelle une compétence universelle, qui est reconnue aux tribunaux nationaux pour juger des crimes internationaux, donc en particulier des crimes contre l'humanité, du génocide, des crimes de guerre. Un tribunal national peut juger, avec cette compétence universelle, peut juger un crime qui a été commis à l'étranger, par des étrangers, contre des étrangers. Alors bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples pour le moment, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire, donc je trouve que c'est relativement intéressant. Si on regarde à la mort de Franco, il y a eu une loi d'amnistie qui a été votée à toute allure avant que Juan Carlos prenne le pouvoir, tout ça, ce qui permettait d'effacer tous les crimes commis par le franquisme. Les familles de victimes du régime de Franco se sont tournées vers l'Argentine et des poursuites ont été engagées par l'Argentine, par un juge argentin, contre les responsables, contre les franquistes, responsables d'un certain nombre de crimes. Ça a permis, en particulier, de faire des recherches dans des fosses communes, des choses comme ça, et d'identifier des victimes du franquisme. On peut pas dire que ça a été beaucoup plus loin, parce que malgré tout, après, au niveau de la justice, il faut aller sur le terrain, et c'est forcément avec un juge espagnol, et ça, la justice espagnole ne veut pas le faire. Mais en tout cas, ça a permis, d'une certaine façon, de savoir effectivement que telle personne avait été enterrée à tel endroit, et d'exhumer son corps, et aux familles, disons, de faire un petit peu leur travail de deuil à l'issue de ce travail de la justice argentine. Alors bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça, mais disons qu'il y a un certain nombre de pays, en particulier en Amérique latine, dont on a parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre de pays où les lois d'amnistie ont été abolies dans plusieurs années après la démocratisation du régime, disons. Mais disons que les lois d'amnistie ont pu être abolies et enclencher de nouvelles recherches. Bon, je le dis pas très bien et je pense que je suis quand même assez décalé par rapport au reste de la conférence, donc je vais pas parler plus longtemps. Je vous incite éventuellement à aller sur le site de l'association Josette et Maurice Audin, qui association-audin.fr, qui a fait la place à un certain nombre de vidéos sur une journée qui a été organisée à l'Assemblée nationale le 20 septembre 2019, dans lesquelles en particulier on trouve une vidéo, la vidéo numéro 17, une vidéo d'Isabelle Fouchard, qui explique très très bien les choses sur cette compétence universelle et les possibilités que ça semble pouvoir offrir à l'avenir pour des gens qui sont victimes ou victimes collatérales de crimes contre l'humanité, en particulier par exemple pour les familles des disparus. Voilà, je suis désolé d'être un petit peu à côté de la plaque et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous a demandé, une personne a demandé le nom du livre, si vous pouvez le redire, s'il vous plaît. Réparer l'injustice, l'affaire Maurice Audin. Il y a un certain nombre de contributions, dont en particulier celle de Magali Bess et celle d'Isabelle Fouchard, dont je viens de parler là maintenant. Merci beaucoup. Nous avons terminé la première partie de cette séance, de cette rencontre. Je remercie tous les intervenants pour leur contribution riche et d'avoir respecté les temps de parole. Donc, je vous remercie vraiment. Je vais laisser maintenant la parole à Nacera qui va modérer les débats parce que malheureusement, je dois m'absenter. Et déjà, je tiens à dire qu'il y a déjà une première personne qui s'est inscrite, c'est Monsieur Ouzan.
Et avant de partir, merci beaucoup au collectif des familles disparues d'avoir organisé cette séance, car c'est important pour tous les citoyennes et citoyens algériens de rester vigilants sur cette question. Comme l'ont rappelé certains intervenants, non seulement il s'agit de voir en face notre passé, mais également de préparer notre avenir. Et nous devons continuer à militer pour la vérité, la justice et réparation. Merci et au revoir. Ce débat. Merci Majid. Merci Nassera, merci à vous tous. En fait, moi je pensais pas du tout conclure. Et du reste, c'est un combat qui n'est pas terminé. Et donc, la conclusion, en quelque sorte, serait il faut continuer à combattre pour la vérité et pour les droits humains, en commençant par les droits des personnes dont nous parlons, c'est-à-dire les victimes des disparitions forcées.